Maître Philippe Koskas, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors nous allons prendre un petit peu de recul, bien entendu rester dans le cadre de la crise du coronavirus, mais essayer de nous focaliser sur un angle tout à fait particulier qui a fait polémique ces derniers jours en Israël. Il s'agit justement de cette décision du gouvernement israélien d'autoriser le pistage de nombreux Israéliens qui pourraient avoir été en contact avec des malades du coronavirus à travers une technologie qui est utilisée en général par le Shin Bet pour tenter de pister justement des terroristes et de les retrouver. Cette mesure a été controversée dans nombreux mouvements et même dans la gauche israélienne, dans une partie de l'échiquier politique israélien. On a affirmé que c'est une atteinte aux droits de l'homme. Du côté du Likoud, on affirme que c'est validé par le conseiller juridique du gouvernement et que c'est une mesure qui doit sauver des vies. Quel est votre avis expliquez-nous la nature exacte de ce débat? Oui, au niveau de la nature exacte, je vais commencer par votre deuxième question. La nature exacte du débat, évidemment, c'est d'utiliser des moyens qui étaient employés que contre des terroristes, c'est-à-dire que le Shin Bet a un certain nombre de moyens, y compris des procédures de traçage, où il peut suivre en fait la localisation de pratiquement n'importe quel individu en Israël, y compris de citer des conversations, de les écouter, de connaître le contenu des SMS. Enfin, il a des pouvoirs absolument énormes que la loi lui octroie, bien entendu. Oui, et donc, c'est de la mettre à l'utilisation. On met une partie de ses pouvoirs, ce qui est la possibilité, qui n'est que la possibilité de traçage, au profit du ministère de la Santé, afin qu'il puisse recomposer où se trouvait une personne qui est donc atteinte de ce virus, pour pouvoir mettre en confinement toutes les personnes qui étaient en contact avec lui. Alors j'en viens à ma première question. Que pensez-vous? Est-ce qu'il s'agit, selon vous, en tant que juriste, d'une mesure qui entrave, on va dire, la loi, la démocratie, qui met en danger, on va dire, les droits de l'homme? Alors évidemment, bien entendu, l'utilisation d'une procédure comme ça met en danger, j'allais dire, parce que les droits de l'homme c'est peut-être un terme très large, mais met en danger les droits des citoyens, bien entendu. Mais il faut savoir que toujours, le problème en droit, on fait toujours des équilibres entre les défis qui se trouvent à l'heure actuelle et les droits qui sont mis en question. Et là aujourd'hui, on se trouve face à une pandémie, des personnes, je parle pas en Israël bien entendu, mais on parle de milliers de morts dans le monde. Donc moi, il me semble clair que à acte exceptionnel, il faut employer des moyens exceptionnels. Donc moi, je crois que sur le fond, je ne vois pas de problème juridique, je ne vois pas, si vous voulez, une disproportion entre les moyens employés, c'est-à-dire le fait que chacun d'entre nous renonce un peu à ses droits individuels, dans le sens où il y aura des personnes au sein du ministère de la Santé qui pourra nous tracer face à vouloir endiguer une pandémie telle qu'on la vit à l'heure actuelle. Moi, je ne vois pas une disproportion. Je pense que c'est loin de me choquer en tant que juriste. Alors, il faut souligner que la mesure a été prise par le gouvernement en commun accord avec le conseiller juridique du gouvernement. On est clair là-dessus. Absolument. Et la problématique qui a été ce que vous souleviez au début, en fait, c'était votre première question auquel j'ai pas répondu, était que nous trouvons en fait dans un système politique qui est malade, dans le sens où l'exécutif fonctionne. On a bien vu ce qui s'est passé hier à la Knesset, peut-être qu'on l'évoquera un peu plus tard ou non. Donc, si vous voulez, chaque mesure qui est prise on va lui trouver des vices qui sont j'allais dire des vices au niveau plus procédurier, et c'est un peu les critiques qui ont été évoquées à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, ce qui a été reproché au gouvernement, c'est pas tellement la mesure en elle-même. Enfin, peut-être oui, parce que certains juristes, y compris certains députés, ont dit qu'on aurait pu arriver à la même solution sans forcément à mettre le Shin Bet à contribution. Le gouvernement aurait pu tout simplement prendre une mesure demandant aux sociétés commerciales, donc les 5 sociétés commerciales de cellulaires, c'est-à-dire de téléphones portables,
qui ont eux-mêmes leur propre traçabilité, de pouvoir communiquer la traçabilité donc de tous ces citoyens au ministère de la Santé. Enfin bon, ça c'est un point c'est un point de détail, mais surtout ce qui a été mis en cause, c'est la manière dont la chose a été faite. C'est-à-dire que ça a été fait en effet entre l'exécutif et le conseiller juridique du gouvernement et la Knesset sans contrôle de la Knesset. Voilà, absolument. Voilà, absolument. C'est ça qui a été reproché. Mais j'allais dire, on se trouve dans une situation où, d'un côté, les défis auxquels la société israélienne a affronté sont des défis exceptionnels, et d'un autre côté, on se trouve face à un système politique qui est, comme je l'ai dit, malade. Toute mesure qui risque d'être prise, on va lui trouver tout le temps des défauts à droite ou à gauche. Hein. C'est clair. Ce qu'il faut préciser, c'est que cette mesure de traçage, elle est limitée dans le temps, c'est-à-dire sous une période de 30 jours. Il y a une obligation de l'exécutif de ne pas garder, c'est-à-dire de toutes les personnes qui auront en contact avec ces données, de ne pas les garder ni de les sauvegarder. Ils sont signés, ils sont signés personnellement, toutes ces personnes qui auront accès à ces données. Et également, c'est pénalement sanctionnable. Donc, je dois dire que moi, je ne suis pas choqué de l'ampleur de la mesure, mais en effet, comme on se trouve face à un système où la Knesset aurait dû également contrôler cette mesure, elle ne l'a pas fait. Les critiques émanent essentiellement de ça. Alors, on va parler effectivement de cette tension qui est à la fois politique et, on va dire, politique, sociale, liée à la crise du coronavirus, parce que si effectivement on peut critiquer d'une certaine manière la décision, par exemple, du président de la Knesset de geler l'activité de la Knesset, de ne pas réunir, de ne pas aller vers une réunion des commissions parlementaires qui sont effectivement importantes en cette période de crise, mais de l'autre côté aussi, c'est-à-dire du côté du Parti bleu-blanc, eh bien on utilise aussi une certaine manière une majorité qui est relativement étriquée pour essayer de faire valoir quelque chose, alors que l'on sait que pour l'instant il n'y a pas de gouvernement. Sur le plan constitutionnel, on se retrouve effectivement dans une situation tout à fait particulière, parce que dites-le nous, dans la période entre la prestation de serment du gouvernement et la prestation de serment des députés et la formation d'un gouvernement, eh bien, il y a toujours eu une sorte de modus vivendi entre l'opposition et la coalition que l'on ne trouve pas aujourd'hui et qui peut être à l'origine de cette tension. Mais bien entendu, en général, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a une sorte de toujours on s'est toujours entendu en gros, mais les résultats en gros étaient tout le temps clairs. Or, il se trouve que depuis un an, nous naviguons avec un gouvernement qui est un gouvernement que de transition, puisqu'il faut pas oublier que c'est ça la problématique. Et on s'ouvre là, par contre, je suis un peu plus inquiet de ce qui a été pris par la mesure qui a été prise par Yoli Edelstein hier, dans le sens où, si vous voulez, pour moi, la Knesset c'est le sanctuaire. C'est-à-dire le premier ministre qui est Binyamin Netanyahou, ou le premier ministre en Israël n'est pas élu directement, comme on le sait bien. C'est la Knesset qui élit le premier ministre et nomme les ministres. Les citoyens votent à la Knesset. Donc, si vous voulez, la Knesset, c'est pour moi le sanctuaire de la démocratie israélienne, et en détient toute sa force. À partir du moment où le président de la Knesset hier, même si, vu qu'il il y a 61 députés contre lui, a décidé de suspendre les débats pour des raisons qui sont, j'allais dire, moi je considère qu'ils sont houleuses, dans le sens où, il se prévaut de la fameuse mesure où on ne peut pas réunir 10 personnes, oui. mais cette mesure ne s'applique évidemment pas aux députés, comme elle ne s'applique sûrement pas à l'état-major, comme elle ne s'applique sûrement pas aux décisions importantes que l'exécutif doit prendre. Ça s'applique à nous, mais pas forcément à des élus. Ça ne s'applique d'ailleurs dans aucun des parlements au monde. Moi, je crois que de repousser parce que voyant que son parti n'a pas la majorité, de repousser les débats de la Knesset à 4 jours, moi je trouve ça particulièrement problématique, mais bon, vous voyez, on se trouve vraiment, quand je vous parlais d'un appareil politique malade, c'est que il y en a qui donnent des coups, d'autres qui redonnent des coups, d'autres qui se plaignent, et malheureusement, j'ai l'impression qu'on oublie. D'ailleurs, en fait, ce sont les Israéliens qui prennent des coups ici dans cette affaire. Oui, absolument, c'est ce que je pense. C'est que, bien entendu, au total, c'est nous les Israéliens qui subissons les conséquences
de ce manque de leadership, de ce manque de capacité qu'ont les dirigeants à ne pas pouvoir s'entendre entre eux, parce que si c'était fait une fois, c'est vrai, mais là, il faut pas oublier que quand même, ça fait déjà une longue période que un Premier ministre n'a pas été élu en Israël, et c'est vraiment problématique. Alors, toujours dans le même contexte de crise politique et de crise du corona, la décision du ministre de la Justice, et là je parle d'un domaine qui vous concerne directement, le ministre de la Justice Amir Ohana, samedi soir a pris une décision également controversée, celle de geler l'activité de tous les tribunaux, de tout le système juridique israélien pendant 24 heures, et entre-temps, eh bien, cela a entraîné, on va dire, d'un côté la décision du tribunal de district de Jérusalem de reporter de 2 mois l'ouverture du procès de Binyamin Netanyahou, et cela a paralysé aussi le système juridique, ce qui fait dire aux gens on va dire à l'opposition de Netanyahou, qu'il n'y a pas seulement un gel du système parlementaire, c'est-à-dire mais également un gel du système juridique. Vous pensez que quelque part là aussi on peut comprendre la décision d'Amir Ohana, et que il y a aussi du côté de la direction des tribunaux aussi une volonté de trouver, de comprendre comment on gère une situation, parce que par exemple il y a des procès en Israël qui doivent se tenir. Comment vont-ils se tenir avec les mesures restrictives imposées? Oui, absolument, on peut absolument comprendre la mesure de Amir Ohana. Absolument, il est tout à fait clair que, je vous répète, face à une situation de crise, il y a des décisions de crise. Je crois que la décision d'abord, premièrement, c'était sa compétence en tant que ministre. Il avait une compétence, et puis c'est pas une compétence qui est récente, ça fait depuis de 1995 que la loi lui octroie au ministre de la Justice cette compétence, donc c'est pas quelque chose qui a été nommé, lui a été donné hier. Donc moi je crois qu'il a eu absolument raison de décider, mais face à un appareil politique, comme je vous l'ai dit, qui était malade, on va toujours trouver des prétextes. Pourquoi ça a été fait à minuit? J'allais dire, dans l'argument inverse, vous vous souvenez, on avait critiqué le conseil juridique du gouvernement de pourquoi il a déposé son acte d'inculpation que quelques heures après que Binyamin Netanyahou ait renoncé à son immunité. Alors tout l'appareil politique, il aurait dû attendre un jour, il aurait dû attendre 2 jours, tout ça on joue dans de la petitesse, et c'est exactement la même chose qui est en train d'être reprochée aujourd'hui à Amir Ohana. Il a décidé à minuit, il aurait pu le décider à 2h du matin, il aurait pu le décider le lendemain. Tout ça, les politiciens rentrent dans des petites choses, voient la vie politique par le trou de l'ornière, j'allais dire, et c'est absolument fâcheux. Il faut qu'ils pensent, c'est évident que moi-même qui plaide plusieurs fois par semaine au tribunal, on ne peut pas, il est difficile à un juge de faire la police dans la salle d'audience, on ne peut pas empêcher, il faudrait une personne à l'entrée, ce qui n'est pas le cas, de chaque salle d'audience pour compter le nombre de personnes. Personne n'a envie d'être contaminé, il est évident que cette mesure également est proportionnelle face aux enjeux du moment. Eh bien, Maître Philippe Oxas, merci beaucoup d'avoir été avec nous.